Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast Allez Vas-y, consacré aux personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient bénévoles, entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou citoyens, leur point commun, c'est qu'ils donnent du sens à leur vie en agissant. Cette semaine, on va parler broderie. Attention, pas la broderie à l'ancienne. Vous allez découvrir comment un savoir-faire ancien se marie avec la technologie. C'est Paul-Édouard Loridan qui est au micro du podcast dans cet épisode 34. Il va vous parler de son parcours dans lequel, doucement mais sûrement, il a glissé du salariat à l'intrapreneuriat jusqu'à l'entrepreneuriat. Comme les plus grands entrepreneurs de ces dernières décennies, il a commencé dans son garage. Vous allez voir comment il a su saisir les opportunités qui se présentaient à lui pour créer WeBrod, puis ensuite pour racheter l'atelier des Filous. Les entrepreneurs qui veulent se lancer dans la production ou dans le rachat d'une entreprise seront ravis d'entendre Paul-Édouard nous partager ses expériences. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, la broderie, mais aussi le marquage, pour personnaliser son textile, c'est très tendance. Petite précision, si Paul-Édouard ne prononce pas le nom de son dernier employeur, c'est par respect d'un accord, et ça se comprend. Allez, on choisit la couleur du pull, les couleurs des fils, et je vous emmène broder l'histoire d'un entrepreneur qui file un bon coton. Donc aujourd'hui, je suis dans le circuit court du podcast, c'est-à-dire que je ne me casse pas trop la tête pour aller chercher les invités sur le podcast, puisque Paul-Édouard, une fois n'est pas coutume, a dû faire quelques montées d'escalier pour venir jusqu'à mon bureau, puisque je reçois Paul-Édouard qui est le fondateur de WeBrod, et il va nous expliquer ce que c'est WeBrod, il va nous expliquer qui il est, mais qui est une entreprise qui fait partie de la ruche de Tourcoing. Et j'ai trouvé que son concept était suffisamment novateur pour venir en parler. Et puis en plus, on est sur de la fabrication et c'est assez rare sur le podcast. Donc je lui ai proposé de venir me rejoindre sur le podcast. Paul-Édouard, je vais te laisser la parole et d'abord te présenter, puis ensuite nous parler de ton parcours, ce qui t'a amené jusqu'à créer WeBrod, et puis c'est quoi l'avenir, et c'est quoi ce que fait WeBrod, et c'est quoi l'avenir ensuite derrière. Déjà, bonjour Frédéric, merci de ton invitation. Merci de ton invitation, parce que suite à un post que j'ai fait justement pour les 2 ans de WeBrod, tu m'as fait un petit appel du pied, et puis t'es repassé justement la semaine dernière pour une commande de textile personnalisé, et puis j'ai dit allez go, c'est l'occasion. L'occasion de tester ce format, et donc voilà, en tout cas un grand merci de m'accueillir. De rien. Et alors, qui es-tu? Si les gens arrivent sur le podcast et ne te connaissent pas, comment ils pourraient faire connaissance avec toi? Alors déjà, moi c'est Paul-Édouard Loridan, dit Polo, parce que le Paul-Édouard, voilà, je préfère Polo, comme beaucoup de personnes m'appellent Polo. Donc j'ai 39 ans. Je suis marié, j'ai 4 enfants de 13 ans, 11 ans, 8 ans et 1 an, parce que du sport. Entrepreneuriat et en même temps on s'est remis un petit challenge perso, mais qui va bien et super. Donc voilà, j'habite Marc-en-Barœul, qui est dans la métropole lilloise, pour ceux qui maîtrisent pas, c'est à quelques minutes de Lille. Tout à fait, donc originaire du Nord. J'ai fait une petite escapade 7 ans en Normandie dans ma jeunesse, et je suis revenu faire mes études à Lille. Donc à Lille, où j'ai fait l'IUT de Valenciennes en GEA, gestion des entreprises et des administrations, et MSG ensuite à l'IAE de Lille, et suivi d'un Master 2 en financement et développement des entreprises. Ok, et est-ce que, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de poser cette question à mes invités, mais est-ce qu'il y avait une fibre dans la tête d'entrepreneur, ou est-ce que c'était vraiment pas quelque chose qui te trottait dans la tête plus jeune? La volonté d'entreprendre, elle est là depuis très longtemps en fait. Ouais, j'aime créer, j'aime faire aussi par moi-même. J'ai un père qui a voulu entreprendre dans sa jeunesse, mais qui l'a jamais fait, qui a finalement fait un parcours de DAF et qui a jamais passé le cap. Et moi j'ai suivi un peu le même parcours, de dire oui, parcours financier, parce que j'ai eu donc au niveau carrière vraiment un parcours de bras droit financier au niveau de pas mal d'expériences. Et puis j'ai passé le cap. Moi j'ai réussi à le passer, et aujourd'hui je suis très content de l'avoir fait et de me lancer dans cette aventure en tout cas. Ok. Et
Alors pour revenir un petit peu sur ton parcours, on va me dire que c'est commun et j'ai partagé d'ailleurs il y a peu de temps avec une personne qui écoute le podcast qui me disait tu as beaucoup autour de toi des gens qui ont travaillé dans la grande distribution, mais on est dans le berceau. Et donc toi, tu es un enfant de la grande distribution aussi, puisque je pense que c'est ta première expérience chez Decathlon. Ta première vraie grande expérience. C'est pas la première expérience que j'ai fait. D'abord de la petite PME, que j'étais chez Parole de Ch'ti, qui s'est transformée en Le Galodrome. C'était déjà finalement de la personnalisation textile, donc en série limitée. Et puis j'ai accompagné en tout cas cette entreprise pour un peu dans sa transformation, parce que c'était une petite structure qui s'est retrouvée un peu en difficulté. Et finalement on a trouvé le modèle économique qui permette de faire vivre cette entreprise durablement. Alors ce qu'il faut savoir, petite parenthèse pour les non-nordistes, c'est que le Galodrome, c'est aujourd'hui des t-shirts assez reconnus avec des slogans en lien avec les ch'tis et avec toutes les spécificités du Nord. Et d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à Katko, elle se reconnaîtra. Voilà, donc on va dire que pour un Lillois, quand on parle du Galodrome, on sait ce que c'est, oui, mais les non-Lillois, voilà, un peu moins. Mais donc voilà, en tout cas, c'était une super expérience en PME et en fait, moi j'ai vraiment apprécié ce mode d'entreprise, en tout cas agile, où il faut savoir, j'étais là pour faire de la finance, mais j'allais faire aussi du commerce, j'allais vendre en boutique, voilà, un peu touche à tout. Tu étais un peu un intrapreneur, si on peut dire. Parce que dans les petites PME, c'est un peu ce qui se passe. Ouais, on touche à tout. On touche à tout. C'est déjà, on touche à tout. Et puis après, oui, là, je suis parti plutôt dans la distribution. Donc, j'ai fait 1 an chez Noroto, donc là en reporting group. Là, finalement, j'étais trop haut dans la hiérarchie de l'entreprise, où je parlais de chiffres en pays, par nature de produit, mais il me manquait de concret. Mais voilà, c'était une super bonne expérience parce que je consolidais les chiffres pour l'ensemble du groupe. Mais manque de terrain, en tout cas pour moi à l'époque. Donc après, je suis parti en banque. Je me suis dit, tiens, le métier de conseiller professionnel, ça me botte. Je vais pouvoir accompagner des entrepreneurs, justement. Donc déjà à l'époque, des artisans, des commerçants. Donc je me suis lancé, là j'étais encore en apprentissage à l'époque, et puis c'est transformé sur un CDI. Mais donc les débuts, voilà, très, très bonne école en formation, mais je me suis retrouvé, pour moi, trop commercial. Et j'ai allé pour être conseiller, et pour moi j'étais commercial. Donc j'y suis pas resté, et là je suis parti chez Decathlon, où j'ai vécu finalement 10 ans, vraiment des 10 années vraiment géniales, où j'ai fait des super belles rencontres. J'ai fait des super beaux métiers. Donc je suis rentré en finance chez Decathlon en tant que bras droit financier de directeur de magasin. Donc ça a commencé sur la région Picardie. Ensuite je me suis occupé de la région Nord. Et puis vu que ça se passait bien, et puis j'avais un peu cette fibre finalement toujours un peu entrepreneuriale, on m'a proposé de tester. En fait, j'aime bien aller chercher d'être un peu précurseur dans les choses. Et on m'a proposé de tester un nouveau métier, transformer le métier de responsable administratif et financier en contrôleur financier région. Alors c'est quoi voilà, c'est pas que le titre, mais c'est de dire, je suis pas juste là à faire la comptabilité finalement d'un magasin, mais je vais être proactif, je vais être finalement dans la politique commerciale du magasin, vraiment en le second du patron, pour être un peu contre-pouvoir, essayer vraiment d'être force de proposition, mais aussi vraiment sur la partie business. Et donc ça, moi, je me suis éclaté. Après ça, chez Decathlon, ça a poursuivi, où je l'ai dupliqué, parce que après avoir validé finalement ce métier, on a décidé de le dupliquer. Et je suis passé responsable d'équipe. Donc là, j'ai récupéré une équipe à Lyon, donc Lyon et Nord, donc je faisais les navettes toutes les semaines. Et donc voilà, j'ai accompagné des jeunes à monter en compétence sur ce métier. Donc super. Et mes 3 dernières années chez Decathlon, là en fait on m'a proposé de suivre un périmètre qui était un peu atypique, qui était un peu hors scope de la direction Finance France, qui étaient les ateliers de Decathlon. Donc les ateliers, c'est tout ce qui est SAV, service après-vente pour l'entreprise. Donc c'est beaucoup de vélos, beaucoup de réparation de vélos, l'entretien des skis, mais également la personnalisation textile. Donc où on faisait beaucoup de flocage à l'époque. Et c'est vraiment sur ce périmètre, moi je me suis éclaté pendant 3 ans. Donc c'était une activité qui était compliquée chez Decathlon, parce que
Du service, c'était voilà, pas déjà dans les habitudes du groupe. C'était vraiment plutôt dans du bas prix. Et voilà, une activité qui n'était pas rentable au niveau entreprise. Et en fait, en 3 ans, on a réussi à rendre profitable cette activité. Donc ça a été de la difficulté la première année de mise en place. On a mis beaucoup de choses en place. Et puis derrière, une satisfaction énorme la dernière année. Régalé, dire finalement de la performance qui a suivi, et puis à vivre avec finalement des techniciens, une super belle aventure, quoi. Top. Et donc, qu'est-ce qui fait, comme tu es sur une réussite, qu'est-ce qui fait que tu bascules sur autre chose? Eh bien, en fait, c'est le cap des 10 ans. D'accord. Déjà, ça c'est un premier point. 10 ans dans la même boîte. Je fais partie des 5 plus vieux de la direction finance sur 100 personnes. Zut, qu'est-ce qui se passe? Et donc ça c'est un premier point. Et puis c'était une période où chez Decathlon, ça se réorganise souvent. Et puis donc, j'étais rattaché à la direction commerciale et qui a explosé dans les différentes marques. Et on m'a proposé finalement de reprendre un rôle de DAF au niveau international, mais qui était beaucoup moins terrain, qui était beaucoup plus finalement dans de la supply, de la pro de composants, et où je me retrouvais beaucoup moins là-dessus. Donc j'ai été voir un peu à l'externe, et puis une belle opportunité où je suis parti finalement chez Advance, une boîte de sécurité informatique qui grossit de manière exponentielle. Et donc voilà, où j'ai passé beaucoup de temps parce que en fait, j'y allais en tant que responsable administratif financier. Et en fait, j'ai pas réussi, là, moi, à trouver ma place en tant que bras droit financier comme je le sentais. Je fournissais beaucoup les chiffres pour le comité de direction, etc. Mais j'ai pas réussi à trouver ma place en tant que vrai business partner. Donc j'ai quitté pour aller chercher un métier beaucoup plus opérationnel. En tant que contrôleur de gestion logistique. D'accord. Et c'est marrant dans ton parcours, ça fait plusieurs fois que j'entends que tu parles de trouver la bonne place, et on sent que des fois tu étais entre guillemets trouver la bonne place, et c'est ce que j'essaye de traduire même pour les auditeurs, hein. On sent qu'il n'y a pas une volonté de dire moi je dois être tout là-haut dans la hiérarchie ou autre, c'est trouver la place qui fait sens avec ce que tu aimes faire. Oui, avec ce qu'on aime faire, avec sa personne. À la base, moi je suis quelqu'un qui est plutôt secondaire, quoi. Si le métier financier, moins s'exposer qu'un directeur commercial, vraiment le rôle de directeur. Donc je suis plutôt en retrait, en secondaire, mais par contre à essayer vraiment de vrai pour faire prendre les bonnes décisions, avoir un œil un peu plus stratège sur quoi il faut investir, et un aspect aussi humain. En tout cas, moi ce que j'aime, c'est aussi la proximité. D'être avec des techniciens au quotidien, moi j'ai adoré. Il y a des patrons qui voient un peu les choses un peu trop, à mon sens, un peu trop haut, et c'est important de s'intéresser à ce que font les gens. Et donc là, tu rebondis sur un métier de contrôleur de gestion dans une autre boîte? Chez un e-commerçant de la région, donc sur un nouvel entrepôt logistique complètement mécanisé et qui délivre pas la performance. Et donc là, j'ai accompagné, toujours bras droit financier du patron. Et on a travaillé vraiment là de concerto pour aller chercher cette performance. Et voilà, moi, c'est beaucoup en tout cas de transmettre, finalement, de donner la vision économique au plus bas de l'échelle, donc c'est-à-dire que chaque manager puisse se rendre compte de la performance quotidienne finalement du site au global, et montrer que parce que là on est un peu sur de la chaîne logistique, donc chaque poste finalement, celui qui va faire finalement de la non-qualité ou des soucis en amont sur la chaîne, ça va impacter celui d'après. Et c'est de faire prendre conscience à tout le monde que finalement si je fais de la non-qualité, j'impacte mon collègue. Et en tout cas, ça permet de faire du débriefing quasiment par demi-journée entre managers, en tout cas. Donc, très riche. C'est un des éléments qui a permis d'accompagner, de faire progresser. Et puis, voilà, beaucoup de communication. En fait, mais sur ce métier, j'ai contrôleur de gestion, j'ai carrément pris la main sur les écrans dans l'entrepôt pour diffuser finalement la performance économique. J'avais lancé un site SharePoint, donc partagé pour que chacun puisse accéder à l'information, donc c'était financière, mais derrière c'était dire tiens, côté pilotage, mettez vos chiffres pour montrer qu'est-ce qu'on va avoir
en volume à faire sur les semaines à venir. Côté RH, pareil, poussé au niveau qualité, etc. Et du coup, ça faisait un portail accessible à tout le monde, où tout le monde pouvait accéder finalement à un maximum d'informations. Et voilà, ça facilite en tout cas la communication entre chacun. Et pour moi, ça contribue à la performance globale. Tu as fait en sorte de ne plus mettre les chiffres comme un tabou dans l'entreprise, parce qu'on sait que souvent, dans beaucoup d'entreprises, et dans la vie de tous les jours aussi, on le sait, hein, que les chiffres, c'est un tabou, enfin, surtout en France, je veux dire, et je trouve ça plutôt très positif. C'est pas le cas dans toutes les entreprises. Ouais, je suis d'accord. Et puis à la base, c'est un peu tabou, quoi. Donc je communiquais pas finalement tous les chiffres, parce que c'était de dire déjà sur notre site, essayer de simplifier. Où on avait, par exemple, préparer une commande, c'est 10 postes. Et de dire finalement... c'est quoi la productivité qu'il faut cibler pour préparer un article, et prenant l'ensemble des composantes. C'est de dire, en fait, un entrepôt logistique, c'est simple, hein. C'est 3 flux. Je réceptionne des articles, je prépare des articles et je gère des retours articles. C'est de dire, je veux 3 indicateurs, finalement, alors là, vraiment de productivité sur l'entrepôt. Et après, il y en a plein d'autres, un peu plus qualitatifs et humains. Et qu'est-ce qui fait que dans cette expérience, à un moment donné, tu as envie de basculer vers cette idée qui était lointaine en toi et qui germait depuis quelques années, basculer vers l'idée de devenir entrepreneur? Et qu'est-ce qui a fait? C'est que j'arrivais sur un cycle, finalement, j'ai fait beaucoup de cycles finalement de 3 ans. Et quand on arrive sur la 3e année, première année, voilà, tout type de poste, c'est la prise en main. Il y a beaucoup d'investissement pour prendre en main son poste. La 2e année, on commence à mettre en place vraiment des choses. Et la 3e, finalement, on récolte. C'est là où on a vraiment la performance qui délivre. Et c'est l'année où il faut se poser la question de dire c'est quoi mon prochain cycle? Qu'est-ce que je fais demain? Est-ce que j'ai envie de continuer, en tout cas, là-dessus? Mais moi, j'ai plutôt une approche, j'aime bien des situations difficiles, et puis, voilà, une fois que ça tourne, dire, trouver un nouveau projet, un nouveau challenge. C'est important pour moi. Et donc, j'ai commencé à aller chercher, parce que le projet entrepreneurial, ça me plaisait toujours. J'ai passé des entretiens, même à l'externe, parce que je sentais qu'en interne, il y avait moins d'opportunités. Et en fait, j'ai rencontré une RH où je passais mon entretien, et puis elle m'a débriefé mon entretien en me disant, mais j'ai du mal à savoir si finalement vous avez toujours envie d'être contrôleur financier ou entrepreneur. Donc ça, déjà, ça fait cogiter. Derrière, j'ai été voir des boîtes à racheter, quoi. Alors c'est compliqué quand on n'est pas déjà créateur, quoi. Déjà dans l'entrepreneuriat, c'est compliqué de trouver une entreprise à racheter ou autre, parce que c'est un milieu qui est très fermé, qui est très processé. Mais moi, j'y suis allé plus par intrigué. J'ai été voir quelques petits trucs. Et mais voilà, pas trop d'intérêt, jamais été plus loin. Et à un moment donné, avec un collègue en interne, on s'est dit, tiens, on a tous les deux une fibre un peu entrepreneuriale. Allez, on essaie de s'écrire un projet à deux. Donc on a fait sur des sujets de travail. On a travaillé sur 2 sujets d'entreprise, dont un qui on a poussé avec plusieurs réunions à brainstormer là-dessus. Et puis en fait, on n'a pas été au bout parce que en fait, c'était énormément d'investissements financiers et beaucoup d'IT. La compétence IT, on l'avait pas forcément tous les deux. L'idée était bonne, mais on n'a pas été au bout. Et puis après, j'ai accompagné pareil, en interne. On m'a proposé, tiens, t'as un financier, il y a deux personnes qui cherchent quelqu'un pour essayer ils travaillent sur des projets entrepreneuriaux. Et ça pourrait être pas mal que tu ailles les aider. Et moi, je me dis, génial, ça va me permettre en tout cas d'échanger, et génial. Et on fait un premier groupe de travail. Leur projet n'était vraiment pas encore, il n'était pas clair. C'était plutôt encore à chercher vers quoi on va en termes de projet. Et à un moment donné, je donne la piste de dire, il y a un sujet sur la personnalisation textile, je pense qu'il y a un truc à faire. Et donc j'ai fait, j'annonce, il y a quelques opportunités. Après le rendez-vous, je dis mais merde, pourquoi j'ai donné mon idée? Qu'est-ce que j'ai fait là? C'était quelque chose que tu avais déjà en tête toi, ou c'était parce que là c'est venu et puis tout d'un coup tu t'es dit mince, c'est une bonne idée?
je l'avais toujours un peu en tête. En fait, chez Decathlon, il y a eu un projet. J'ai travaillé quand même aussi sur un projet, c'est-à-dire on avait des entrepôts, des ateliers régionaux dans toute la France, et puis pour l'e-commerce, il était au Bitume Village. Donc en fait, donc à Lille, le magasin qui vend que des vélos, qui est énorme. Donc c'est ça, et donc j'avais travaillé sur un projet de dire mettons l'atelier de personnalisation vraiment au cœur de l'atelier, de l'entrepôt e-commerce. Et à cette époque, j'avais montré que ça faisait vraiment il y avait de l'opportunité, en tout cas financière, à le faire, et j'y serais bien allé. Si le projet avait été au bout, j'aurais dit les gars, je prends le rôle de patron de cet atelier. Bon, ça s'est pas fait pour des raisons politiques, mais donc ça c'était resté quand même voilà. J'ai toujours ça en tête. Et là, dans mes réflexions, oui, c'était aussi un sujet. Et finalement, de l'avoir exposé, voilà. Semaine d'après, je dis, en tout cas, ça a cogité, et je me dis, mais en fait, faut que j'y aille. Du coup, là, j'ai été voir pas mon patron direct, mais le patron de la direction industrielle et logistique. Je lui expose un peu mon projet. Donc, j'avais rien écrit. C'était de dire, je suis persuadé que le sujet de la personnalisation, il y a des trucs à faire. Et je l'avais déjà exposé même à un autre patron, pas lui directement, mais à un autre, en disant, quand je suis arrivé, il n'y a pas de personnalisation, le flux de personnalisation, il ne va pas. Donc, 3 ans avant, je leur avais déjà dit, vous avez un souci là-dessus. Ça faisait 2 ans que le prestataire ne tenait pas la route sur les périodes de Noël, Black Friday. Donc voilà, en fait, c'était aussi de dire, sur la personnalisation, il y avait un problème interne. Donc ce client, cette entreprise dans laquelle tu étais, faisait de la personnalisation à travers un prestataire. Tout à fait. Qui ne tenait pas suffisamment la route. Qui, voilà, en termes de délai, en termes de qualité de prestation, d'échange, voilà, il y avait des problématiques, et c'était de dire, moi, je pensais déjà au potentiel de développement, parce qu'on était sur quelques produits personnalisables, en disant, par mon expérience, que on avait possibilité de faire 10 fois plus, en gros. Et de deux, c'est que il faut, pour pouvoir développer la chose, avoir un partenaire fiable qui soit capable de faire. Donc je lui expose un peu mon projet en disant, je pense qu'il y a 2 choses qui ne vont pas. C'est on n'est pas bien organisé en interne pour développer le service de personnalisation, parce que c'est un chef de produit qui était en charge du sujet de la personnalisation, alors que c'est un sujet qui doit être cross. Il doit y avoir vraiment une tête, quelqu'un qui est sur la personnalisation et qui voit avec l'ensemble des chefs de produits qu'est-ce qu'il pourrait faire. Et un deuxième souci, comment on fait ? C'est bien de le vendre, mais derrière, il faut savoir le sortir. Et de la prestation unitaire, savoir-faire de l'unitaire, c'est pas donné à tout le monde. Et en fait, c'est une des forces de WeBrod aujourd'hui, c'est qu'on est un des seuls brodeurs finalement à être capable d'industrialiser de l'unitaire. Ok. Tu nous expliqueras ça dans le détail. Et donc, qu'est-ce qui te fait faire le premier pas ? Qu'est-ce qui me fait faire le premier pas ? C'est le moment où j'expose le projet au patron en me disant en fait j'y crois, et il me dit oui, ouais, ton truc il tient la route. Et là je dis en fait ça y est, en fait j'ai lancé le coup. Et donc il me dit ça, il faut que tu ailles l'exposer au DAF, il faut que tu ailles l'exposer au DGA, etc. Et donc là j'ai commencé, il faut que tu écrives quelque chose aussi, c'est quoi les chiffres. Et du coup là j'ai commencé à vraiment écrire mon business plan. La chance c'est que j'avais déjà travaillé sur des business plans d'ateliers de personnalisation par mon passé, donc ça a été finalement assez simple pour moi de mettre ça en œuvre. Donc j'ai travaillé ça, je l'ai finalement exposé en interne, et puis j'ai eu que des sponsors en disant moi DAF, je te suis. DGA, je te suis. Directeur industriel, ok, il faut y aller. Et puis après, il fallait me présenter encore au-dessus. Mais là, ils m'ont dit, ouais, tu bosses dessus et puis tu viens le présenter, voilà, un projet complet. Donc j'ai failli trouver un nom. Première étape, j'avais pas de nom à cette époque. Donc là, je me souviens, j'étais sur l'A1, je sais plus, pour un déplacement, et je regardais les camions, les noms, les noms. Bon, ouais, qu'est-ce que je peux mettre ? Ça cogitait tout seul. Donc là, du brainstorming tout seul. Ça parlera aux entrepreneurs, parce que c'est souvent un sujet qui est plutôt sympa, mais qui prend pas mal la tête parce qu'on est tout le temps en train de se poser plein de questions. Tout à fait. Et puis, c'est jamais parfait, mais c'est pas grave. Et après, là, je me suis remis à un autre challenge.
Donc avant de l'exposer, comme si je l'ai exposé avant au niveau vraiment global direction, et donc là j'ai eu le go. Non, je sais même plus dans quel sens c'était, pardon. C'est pas grave, c'est pas grave. T'as présenté, puis donc j'ai eu l'aval en disant ok, pour te lancer, vas-y. Après il fallait mettre en œuvre. Et quand ils te disent vas-y, ils sont partie prenante, ils te disent vas-y en étant un intrapreneur comme on a parlé tout à l'heure, ou est-ce que c'est vas-y en étant entrepreneur et puis on te suit en tant que client? Ça c'était du gros questionnement pour moi. En fait, c'était de se dire qu'est-ce qu'ils ont envie? Est-ce qu'ils veulent de l'intrapreneuriat ou est-ce qu'ils me laisseront aller en entrepreneuriat? Et donc, gros questionnement, et j'ai essayé d'aller tâtonner un peu le terrain, parce qu'en fait, moi, les deux m'allaient. C'est de dire, intrapreneuriat, c'est de la sécurité personnelle, il y a potentiellement de l'investissement possible. Voilà, il y a des possibilités de faire un très beau projet aussi en interne, mais en fait, j'ai eu énormément de chance, c'est qu'ils m'ont posé la question. Qu'est-ce que toi, tu as envie personnellement de faire? Et j'ai dit entrepreneur. Ok. C'était quelque chose auquel tu avais réfléchi si on te posait la question, tu disais entrepreneur, ou c'est par les événements qui ont fait que tu as décidé plutôt entrepreneur, ou c'est par une décision autre, je sais pas? Non, c'était à un moment donné, mes convictions à un moment donné, en disant non, je pense que je peux développer en interne. Il y a du potentiel aussi en externe. Donc en fait, il y avait... En interne, il y a des choses. En externe, c'était quelque chose d'aussi plus riche parce que ça diversifie aussi les clients, ça donne beaucoup plus de liberté aussi pour avancer. Je suis beaucoup plus réactif. Peut-être qu'en interne, le projet ne serait peut-être pas encore sorti. C'est possible, effectivement. Tu as raison. Il y a des fois des méandres à l'intérieur des grands groupes. Et donc, quand tu dis go, entrepreneur, est-ce que déjà tu as été discuté avec les banques? Est-ce que ce client te finance déjà une partie? Comment ça se passe? J'ai pas de contrat encore avec ce client. Je suis encore salarié. Mais moi j'ai écrit toute une feuille de route en disant il faut que ce soit du gagnant-gagnant. Je veux pas profiter du système en disant je crée ma boîte en parallèle de mon job. Et donc voilà, donc c'est quoi le temps que j'alloue à mon projet entrepreneurial? C'est quoi le temps en interne? Il fallait se mettre des échéances en fait. Donc j'avais écrit une feuille de route en disant telle date. Donc déjà il faut me remplacer en interne. Qui me remplace sur mon poste. Il y a des budgets qui arrivent. Donc vous avez des problématiques internes. Ce qui s'est passé, c'est qu'eux en interne, ils ont eu beaucoup de mal à trouver un profil pour mon ancien poste. Donc ça c'est un des éléments qui fait que le projet a été un peu plus long finalement. De ce que je m'étais écrit, ça a pris 3 mois de plus. Donc j'ai dit, à un moment j'ai remis une deadline, ils n'avaient toujours pas trouvé. Je dis, là je passe les budgets. Je quitte. Y aller, quoi. Je quitte, ça c'est pour moi, c'est la deadline vraiment la plus loin. Et puis moi je commençais aussi à avancer sur mon projet, donc tout n'était pas encore ficelé. En fait quand je me suis lancé, j'ai dit go, j'y vais, et à un moment c'était de dire j'animais 10 ateliers, je faisais la petite commerciale, tout le pricing, etc. J'avais quand même beaucoup de cartes en main, mais j'avais jamais fait. J'animais, mais je ne faire tourner la machine. Est-ce que je suis bien capable de le faire, de rendre la qualité de prestation? Est-ce que j'en suis capable? Et en fait, donc quand j'ai senti qu'il y avait vraiment de l'accroche, en fait, je me suis lancé dans l'achat de machines. Donc j'ai dit, j'ai vendu, parce que je suis motard à la base et passionné de moto, j'ai vendu toutes mes motos. J'avais 3 motos. Ok. Et c'est ton fonds d'investissement en fait. Voilà. Donc ma passion des motos s'est transformée en l'achat de brodeuses. D'accord. Et quand tu achètes ces brodeuses, tu les stockes à un endroit en particulier? Et alors, je lance ça dans mon garage. En fait, d'abord, je prends un tout petit bureau de 9 mètres carrés que j'ai à la maison. Donc, je mets ma première brodeuse où j'ai fait tous les cadeaux de Noël pour la famille, en tout cas pour tester. Ok, je suis capable de faire. Et puis, est arrivé après le confinement. Et puis là, j'ai opportunité. Il n'y avait plus de brodeurs sur la région. Parce que toutes les entreprises étaient fermées. Ah bah oui, forcément. Et un copain qui est au BNI qui dit tiens, j'ai un tel qui cherche, il a plus de solution pour faire des broderies, et tiens, je te mets en relation. Dans la journée, le devis était validé. Waouh. Oui, donc, parce que les naissances continuaient parce qu'on dit souvent la broderie, alors je sais pas si c'était ce cas-là, mais... non, là on était dans l'hôtellerie. Là. D'accord, ok. Et du coup, en fait, j'ai un premier contrat s'est fait comme ça, en disant il n'y avait pas de solution sur le marché.
Bah, moi, j'avais ça à la maison. Donc, j'ai pris, je sais plus, c'était 100 peignoirs. J'étais pas encore bien équipé, voilà, en machine, de quoi cadrer. J'étais encore avec des trucs très manuels et tout. Et bah, j'ai fait les 100 à la maison, sur sur la table à manger. Bref, c'est un bon souvenir. Ok, donc tu démarres de ton garage, ça présage quelque chose de bon, puisqu'il y en a quelques-uns qui ont commencé de leur garage aux États-Unis, puis aujourd'hui, voilà. Oui, c'est ce que je me suis dit, et c'est pour ça que j'ai vite basculé. Donc, petit bureau, et puis après, quand j'ai racheté d'autres brosses, je suis passé à 3. Là, j'ai même mis des petites cloisons dans mon garage, voilà, en BA13 et tout, un petit truc plus sympa, ouais. D'accord. Et donc, à partir du moment où tu as ces premiers contrats, c'est quoi l'idée? C'est j'y vais maintenant, c'est parti, et je suppose que le client dont on a évoqué l'existence avant et qui t'amène à faire tout ce parcours te suit aussi? Là, en gros, je suis encore sur mon ancien métier. Là, donc, j'ai créé ma boîte en parallèle. Ils m'ont déjà autorisé finalement à créer ma structure en parallèle, parce que j'essaie de bien faire les choses en disant, au niveau RH, faites-moi un courrier comme quoi parce que contractuellement là-bas je pouvais pas. Donc ils m'ont fait le courrier en disant ok, on t'autorise à créer ta structure. Donc ça, pour moi c'était déjà une très belle avancée en disant bah oui, ça montre qu'ils sont vraiment ok. Étant en interne, ça m'a facilité aussi finalement la préparation du contrat. Ça m'a aidé. Il y avait tous les flux parce que c'était organisé il y avait une organisation qui était définie, mais comment on vient plugger un deuxième prestataire, il y avait aussi des sujets internes. Donc en fait, j'ai leadé le sujet en interne chez eux, et qui a fait que novembre, moi j'étais prêt. Chez eux, tout était prêt, le contrat était prêt, et j'ai pu finalement quitter mon poste fin octobre et attaquer début novembre à faire les broderies. Ok. Et c'est un message important ce que tu donnes. Ce que tu dis, c'est bien faire en sorte que effectivement démarrer une activité en parallèle d'un métier salarié, c'est toujours touchy, donc il faut vraiment prendre le réflexe d'en parler avec son employeur. Là, en l'occurrence, c'était le cas pour toi, mais le fait d'avoir un courrier, c'est une bonne chose. Ça évite, quand on est à cheval entre l'activité, c'est important, quoi. Persuadé qu'il faut que que ce soit bien exposé, et vraiment de sentir qu'il y a une volonté de bien faire, que les choses soient bien au bon endroit, et c'est surtout du timing. Parce que je pense que s'il n'y avait pas eu ces timings, de définis, des points de rendez-vous aussi réguliers pour faire partager à la fois mon avancée côté Webron, même en interne sur mes passations, comment ça se passait, on peut arriver dans des situations, à mon sens, conflictuelles. Donc l'idée, c'était de dire, c'est mon futur client aussi. Il faut que je sois le plus clean possible, et sur la situation en tout cas. Et donc là, en novembre 2020, c'est ça? Tu me dis si je me trompe, hein, tu arrives à la ruche. Et là, j'arrive à la ruche. D'accord. Et j'ai vu que tu avais partagé, parce que sur la région, on est plutôt pas mal sur tout ce qui est entrepreneuriat, etc. Et tu as partagé sur le fait que c'était difficile de trouver un atelier qui corresponde à tes besoins. J'ai vu que tu avais partagé ça sur LinkedIn. C'est quoi ce qui faisait que tu avais du mal à trouver? C'est l'offre, c'est le besoin particulier que tu avais, c'était une question de prix aussi pour que des gens qui ont envie de se lancer dans un domaine un petit peu plus industriel sachent un peu comment ils doivent s'y prendre. C'est vraiment une question d'offre en fait. Des ateliers, on en trouve, mais c'est un peu aller à la mine en fait. C'est des vieux ateliers non chauffés. Voilà, c'est vraiment de la brique. J'ai visité quelques ateliers où c'est pas assez à mon sens pas assez qualitatif pour y mettre mon activité. Après, moi j'avais prévu mon plan B. J'avais un petit appartement de 70 mètres carrés. Je dis sinon ce sera ça. Donc plan B, mais voilà, et qui aurait pas été optimum parce que venir monter à l'étage des cartons pour le voisinage, c'était encore ça aurait été encore vraiment du transitoire. Et en fait, aussi au moment où je cherchais à acheter des machines, j'en ai trouvé d'occasion à quelqu'un qui a arrêté son activité, et cette personne était en ruche. Donc finalement, j'ai pas acheté ces machines, mais j'ai découvert finalement une ruche qui est pas dans la région. Et je me suis dit, mais il doit y avoir des ruches à Lille. Et j'en avais pas connaissance auparavant. Et donc là, j'ai commencé à chercher les ruches sur la métropole. Et je me dis, tiens, j'en ai une à Tourcoing, ça me va bien. Et donc j'ai contacté la ruche de Tourcoing, je suis venu visiter. Là, j'ai eu un atelier hyper propre, avec de la lumière, de quoi faire un petit showroom devant.
Donc voilà, vraiment un confort de travail vraiment intéressant. Et puis surtout, en plus, une aide. Alors, pas de chance, pourquoi? Pas de chance. Ils prennent en compte sur les aides la date de création de l'entreprise. Donc j'avais créé 6 mois avant. Mais en tout cas, ça permet d'avoir un peu d'aide sur le loyer les 2 premières années. Donc voilà, que des choses très intéressantes. Et puis, moi, c'est surtout encore un point qui m'aide au quotidien, c'est un accueil. On a Roxane Il fait un clin d'œil. qu'on apprécie tous et qui permet d'accueillir des clients, qui permet de recevoir des colis, qui permet de gérer des expéditions aussi. Donc, c'est hyper important pour ton activité. Ça évite d'avoir une personne tout le temps mobilisée sur cette situation, alors que toi, tu as besoin de pouvoir être réactif par rapport aux besoins clients. Et donc aujourd'hui, WeBrod, si on explique un petit peu ce que tu fais, parce que les auditeurs qui arrivent là, ils se demandent peut-être ce que tu es capable de faire et ce que tu peux leur proposer. Et peut-être qu'il y a des RH ou autres qui écouteront et qui se diront, tiens, pour mon prochain team building, je veux faire des t-shirts, je veux faire des polos. Donc dis-nous ce que tu fais comme type de produit et quelle est la marque de fabrique WeBrod. On fait pas mal de choses. Donc, comme le nom le dit, WeBrod, avant tout, on fait de la broderie. Donc vraiment notre spécialité c'est vraiment ça. Donc broderie, mais qu'on fait sur tout type de textile. En gros, il faut se dire tout ce qui se pique, on sait le broder. Et puis on aime les challenges. Donc on a déjà fait des trucs très très atypiques. J'ai déjà fait un fauteuil roulant d'une certaine valeur, qui valait plus de 10 000 €. J'ai réussi à proposer un petit truc sympa. On a fait de la sellerie de moto aussi, quand on a travaillé pour un sellier. Mais bon, ça c'est des petits trucs annexes qu'on aime en challenge. Mais sinon, en gros, on a trois types de clients. On a de l'e-commerçant e-commerçant ou marque qui veut finalement personnaliser ses produits de manière unitaire avec des prénoms. Et donc on propose ce service avec un système de navettes à définir au niveau des fréquences qui peuvent aller du journalier à 1 à 2 fois par semaine. On a développé là un site e-commerce depuis avril dernier où on propose du textile à personnaliser. Donc ça va de la doudoune sans manches comme je porte aujourd'hui, au manteau, au t-shirt, polo, suite, donc vraiment plutôt du haut, mais on peut aussi fournir du bas en textile, mais on se focalise plutôt sur des choses qu'on personnalise. Donc là plutôt une offre pour du pro, donc tout type de secteur, mais aussi de l'association, donc tout ce qui va être étudiant, on fait également. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'on peut venir avec un pull qu'on a et le faire broder. On n'est pas obligé d'acheter le t-shirt ou le pull ou le polo directement chez toi. Ouais, j'ai pris ce parti-là. Mes confrères font différemment, mais moi j'ai pris ce parti de dire... En fait, le rôle de WeBrod, c'est vraiment de rendre accessible la personnalisation au plus grand nombre. Et si on ne trouve pas ce qu'il faut comme textile chez nous, oui, on accepte de prendre. Vous trouvez mieux ailleurs, on fera. Après, on est vraiment capable de. Sur notre site, on n'a pas mis. On doit avoir 150 références, mais on pourrait en avoir 5 6 000. Mais voilà. Et après, c'est de dire, nous, en fait, on a vraiment mis sur notre site les références auxquelles on croit vraiment, en tout cas qu'on trouve les plus pertinentes en termes de taillant, en termes de coloris, en termes voilà, qui vont vraiment au plus grand nombre et qui s'adaptent dans beaucoup de situations. Mais après, du spécifique, on est capable de fournir. Et si jamais on n'est pas capable d'avoir vraiment de trouver ce que vous souhaitez, on le brodera aussi, avec grand plaisir. Au niveau broderie, on fait ça. Après, on propose on a une offre un peu serviette de table, linge de bain, cape de bain, là plutôt à personnaliser en individuel directement chez WeBrod. Et puis on ne propose pas que de la broderie, on fait aussi du marquage, donc les différentes techniques de marquage. Donc on a du flocage monocouleur, donc qui est 100% fait localement. On fait également du multicouleur, mais qui est plutôt aujourd'hui adapté sur des petits logos. On n'a pas encore investi sur les machines qui nous permettent de faire des gros A4 ou A3 sur des t-shirts. Donc voilà, et puis un peu de sérigraphie, mais là voilà, c'est un élément où on sous-traite encore finalement des plaquettes sérigraphiques à l'extérieur, mais la pose est faite chez WeBrod. Ok, donc ça veut dire qu'une association qui veut faire des petits t-shirts pour un événement, une entreprise aussi, elle peut passer par du flocage, mais si après ils veulent faire du plus durable, du plus qualitatif, etc., on peut passer par de la broderie, et ça peut même être, je pensais à ça l'autre fois quand je suis passé dans ton showroom, de la casquette. Voilà, enfin c'est
des choses auxquelles on ne va pas penser forcément, mais effectivement, on peut personnaliser la casquette. De la casquette, du bonnet, du foulard, plein de petits accessoires. Ouais, c'est tout à fait possible. Et en général, la casquette plaît bien. Ouais, j'imagine bien. Et on a oublié de parler d'un sujet. C'est que tu es entrepreneur à double titre. Tu es entrepreneur parce que tu as créé WeBrod, mais tu as aussi racheté une entreprise parce que souvent, on oublie qu'être entrepreneur, c'est aussi des fois juste racheter un concept qui existe. Et ça a été le cas avec l'atelier des filous. Je vais peut-être te laisser en parler un petit peu, d'expliquer ce que tu as fait avec cette entreprise. Ouais, tout à fait. Donc oui, j'ai racheté une boîte déjà après un mois de création. Donc création en avril 2020. Au mois de mai, fin mai, j'ai racheté l'atelier des filous. Improbable, mais très content en tout cas de l'avoir fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc je travaillais sur mon projet. J'étais au ski et puis avec mes parents et j'étais en train de travailler justement sur mon logo WeBrod. Et puis, à un moment, il commence à me dire, mais tiens, il y a l'atelier des filous qui il s'arrête. Et j'ai fait tous mes cadeaux de naissance pour vous, les petits... voilà. Et oui, en effet, moi, ça me parlait. Et c'est vrai que c'était une marque où des petits sacs à goûter, mais hyper qualitatifs. Les cadeaux d'il y a 20 ans, ils sont encore présents à la maison. Donc, c'est-à-dire, oui, c'est du qualitatif. Et donc, je dis, bah ouais, moi, ça m'intéresse parce que j'ai acheté une des brodeuses, mais j'ai pas encore de quoi faire du flocage. Je vais les appeler pour rien que je m'étais dit déjà si la partie machine ça peut être intéressant, mais j'avais déjà dans ma tête en disant si ça peut aller plus loin, ça peut être intéressant. Parce qu'en travaillant mon projet, c'était de dire je rends accessible la personnalisation produit au plus grand nombre, mais il faut commencer par quelque chose. Et pourquoi pas commencer par la naissance? Ça a du sens. C'est une bonne idée. En démarrage, c'est pas mal. Et donc je contacte Amélie Jacquemer qui a créé l'atelier des filous à l'époque et qui me rappelle qu'un jour ou 3 semaines après en me disant bah oui j'ai votre appel et puis là on se définit finalement un rendez-vous pour que je vienne voir sur place. Elle m'explique un peu en tout cas sa marque, son concept, où elle en est et comme quoi aujourd'hui elle veut arrêter. Et donc je vais la rencontrer et puis je lui dis c'est un peu dommage de vendre finalement que les machines. T'as pas l'envie que la marque que tu as créée continue à vivre en fait. Parce que moi je crois que j'ai créé WeBrod, mais je pense qu'il y a des choses à faire en tout cas avec l'atelier des filous. Et du coup je lui propose de lui racheter la globalité. Donc ça veut dire quoi la globalité? C'est donc la marque, le site e-commerce, les communautés Facebook, Instagram, les dessins, finalement le savoir-faire, donc les machines, le flex, qu'elle m'expose comment, un peu le savoir-faire pour pouvoir reproduire. Et puis aussi intéressant parce qu'il y a de la confection en fait, on l'a fait au Portugal. Moi, je viens pas du milieu de la confection, c'est-à-dire j'ai des patrons, je suis capable derrière aussi de faire un peu de confection. Donc il y avait beaucoup de sens et je pensais pas que ça pouvait être aussi rapide, mais en gros en un mois de temps je l'ai racheté et on peut se dire ça peut être, en fait, racheter une boîte ça peut être compliqué, il faut faire des évaluations de l'entreprise, il faut faire venir un expert comptable, des choses comme ça. Et là j'ai réussi à le faire seul. Ah, par ton expérience aussi. Pas que, parce que j'étais sur l'opérationnel, mais là c'était de dire racheter l'évaluation, du stock c'est facile, les machines, d'acquisition, combien il reste. Tu parlais de communauté Facebook et Instagram, c'est pas évident ça, justement c'est une nouvelle donne entre guillemets dans le rachat d'entreprise qui n'existait pas il y a quelques années. Pour moi, aucune idée de la valeur. Un site e-commerce, l'immatériel, compliqué. Et en fait, j'ai de la chance, j'ai un père qui est dev dans la presse, et du coup qui a déjà racheté finalement des communautés, des choses comme ça, par son rôle de DAF. Et du coup, j'ai eu un peu de conseils sur un peu la valeur des choses.
Donc voilà, et puis après, il faut travailler une proposition. Donc, petite proposition, quelques allers-retours, et puis on s'est mis d'accord. Et là, tu as entre guillemets, ce besoin d'aller voir des banques, des financiers, ou est-ce que tu fais de l'autofinancement par enfin, tu n'as pas besoin de rentrer dans le détail, mais c'est surtout savoir si tu as eu cette difficulté qui est souvent partagée, alors soit dans le podcast, soit sur d'autres podcasts, sur le côté comment je vends mon projet et comment j'obtiens de l'argent pour un projet auquel je crois. Alors financement, c'était aussi c'est un sujet quand même. Hein. En fait, je pense que c'est quand même indispensable. Moi, j'avais travaillé mon business plan en mode Excel, etc. Et pour un banquier, il faut le rassurer en disant j'ai un tampon d'un expert comptable. Donc j'ai juste été voir mon expert comptable pour dire voilà mes chiffres, il faut mettre ça en forme, pour que ça soit bien présenté. Donc ça, c'était une première étape, en tout cas pour préparer le projet. Et ça, après, je l'ai présenté au niveau bancaire. Et alors, les banques, j'ai ma banque historique qui... Je lui ai déposé le dossier, j'avais été banquier là-bas. Donc j'ai même dit, je te prépare si tu veux le pré-dossier. On l'a quasiment préparé tous ensemble. Et j'ai jamais eu de réponse. Ils m'ont rappelé même 6 mois après pour me reposer sur un truc perso. Mais ma réponse, elle en est où ? Donc voilà, un peu en mode débordé. Il y avait eu le Covid, il y avait eu avec les PGE et autres. Voilà, entrepreneurs, on a d'autres projets là qui attendent pas, donc pas suivi. Et en fait, je suis parti au CIC où là, je suis tombé sur une conseillère très très pro. Je pense qu'en une semaine de temps, j'avais le go. Une semaine ou 15 jours, j'ai plus la notion, mais je pense une semaine ou 15 jours. Voilà, l'accord de principe. Voilà, qui rassure. Et puis moi je suis sur 2 types de financement. J'ai soit du crédit bail. En fait, j'ai l'avantage c'est que mes machines peuvent être financées en crédit bail. Donc ça donne un peu moins de frilosité, en tout cas sur la partie bancaire. Et puis après, un besoin en fonds de roulement pour l'activité. Que les entrepreneurs comprendront et les autres un peu moins, mais c'est pas grave. L'idée, c'est aussi de servir aussi un peu aux entrepreneurs. Donc tu as fait ce rachat qui est un peu une activité complémentaire à WeBrod et qui peut se servir aussi, c'est ça ? Enfin, l'un et l'autre peuvent... En fait, je positionne vraiment WeBrod plutôt sur du pro associatif, et puis en sous-traitant aussi d'e-commerçants et marques. Et l'atelier des filous, c'est vraiment destiné là du particulier. C'est pour, je veux faire un produit cadeau avec un t-shirt, avec tel texte, un petit dessin. En fait, c'est compliqué de gérer les personnes ont les idées, mais de pouvoir vraiment créer toute pièce, à partir de créativité, leur proposer le dessin. Il y a toujours de subjectivité, donc je préfère dire non, allez sur l'atelier des filous, vous allez pouvoir avoir différentes polices d'écriture, des petits motifs sympas, et vous avez de quoi faire, en tout cas, modéliser votre t-shirt, votre petit sac ou autre, et nous, on vous le produit après dans la couleur que vous souhaitez. Donc d'un point de vue client, tu as et les entreprises et les associations avec WeBrod, et tu as les particuliers, notamment sur la naissance et l'enfant. Je pense que l'atelier des filous, c'est ça. C'est avant tout, oui. On parle vraiment sur orienté naissance, qui est vraiment la base. Et là, petit à petit, on propose justement du t-shirt, des suites pour adultes, en tout cas pour accompagner un peu plus la famille, des serviettes de table pour les cadeaux des mamans, pour les maîtresses aussi, parce qu'on fait pas mal de cadeaux pour les maîtresses sur la période de juin. Donc voilà. Et puis on développe aussi un peu de broderie maintenant qui avait pas sur l'atelier des filous, donc on apporte finalement le savoir-faire de WeBrod sur l'atelier des filous. Et donc c'est quoi l'avenir de ces de tes entreprises, mais de ton parcours entrepreneurial ? Est-ce qu'il y a des choses en réflexion dont tu ne peux pas parler, parce que des fois on garde quand même quelques petits secrets, il ne faut pas tout balancer aux copains et aux amis, mais est-ce qu'il y a de l'avenir, des choses particulières que tu veux développer encore ? Bien sûr. Non, mais déjà, il faut déjà se dire, je suis arrivé, moi c'est d'avoir les yeux dans le rétro là. En fait, on vient de passer nos 2 ans là depuis le 1er avril, c'est pas un poisson d'avril, mais on est WeBrod a 2 ans. Et je me revois arriver en novembre 2020 à La Ruche, donc j'avais pris l'atelier 7, donc 130 mètres carrés où je passais de mon garage où j'avais 20 mètres carrés. J'arrive avec ma table en bois, avec 2 tréteaux, mes 3 machines, un truc qui était vide. Il y a fin mars, là, tout était bien rempli, en tout cas on a réussi déjà, en tout cas c'est de se dire... Ouais, on a déjà fait un beau chemin en tout cas. Donc ça, c'est super. Donc là, nouvel atelier depuis qu'on a pris le début mars, mais là, ça y est, on a finalisé, tout est prêt.
Et, Combien de mètres carrés maintenant? Donc là, on est sur 170 mètres carrés, donc on a et tout assez développé. Donc on a un showroom un peu plus large, on a une nouvelle machine qui est encore arrivée ce mois-ci, donc on a 7 brodeuses maintenant. Donc ça fait quand même 2 de plus depuis décembre, donc c'est pas mal. Et en fait, l'idée, c'est de continuer à développer. En fait, je suis à une volonté de développer en mode progressif. C'est un peu du test and learn. Et voilà, l'apprentissage vraiment au fil de l'eau. On est dans l'amélioration continue en permanence. Là, on échangeait encore ce matin sur pour découper les supports de broderie. On fait encore ça au ciseau. Il faut qu'on trouve une autre solution, en tout cas pour se faciliter au niveau des gestes. On a un ergonome de la médecine du travail qui vient nous observer pour trouver des idées d'amélioration, en tout cas des pistes d'amélioration pour tout ce qui est gestes et posture. Moi, je fais, donc je sais ce que ça représente. Et quand je fais, c'est pas des journées de 7 heures, on est plus du double. Et du coup, on sent que quand on prend beaucoup de charges, qu'il faut mettre des choses en place, en tout cas pour se préserver. Parce que tu me parlais, pour répondre à des besoins clients, des fois tu travailles jusque très tard et donc c'est toi qui fais pour terminer, répondre aux besoins du client. Tout à fait. Donc forcément, c'est encore plus important de dire, tiens, vu que je sais, il faut faire en sorte que pour mes salariés, ça soit pareil. C'est se dire, avec un volume horaire très important, on commence à sentir une petite douleur dans le dos, des choses comme ça. Il y a un truc à faire. Et donc, je veux tout de suite mettre en place les choses pour que mes collaboratrices, parce que j'ai que des collaboratrices, soient bien. Et puis, qu'on continue, en tout cas, pour délivrer de la qualité de prestation, il faut que des collaborateurs qui soient bien et qui prennent du plaisir, en tout cas. Ok. Donc, un merveilleux avenir qui se présente à toi, puisque le fait d'être dans cette personnalisation, c'est de plus en plus dans l'air du temps, d'avoir quelque chose de particulier. C'est ce que font de plus en plus de gens sur Instagram, c'est montrer que moi j'ai le truc que toi tu n'as pas, et la personnalisation, ça rentre dans ce schéma-là. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voulais parler, peut-être de ton parcours entrepreneurial, etc., que tu voulais partager en disant, tiens, moi il s'est passé ça ou il s'est passé ça, j'ai fait l'erreur, si vous pouvez apprendre de ça, ou on a tout dit et puis tu as déjà beaucoup expliqué? Ouais, je pense qu'il y a plutôt des choses qu'on ne sait pas quand on se lance, et qu'il y a des dispositifs qui aident. Et si on ne nous en parle pas, on n'est pas au courant. Donc, moi, on me l'a partagé par mon réseau. On m'a dit, tiens, t'as fait ça? Et ça fait pas mal d'économies, en tout cas ça permet de continuer de se développer. Il y a plusieurs choses. D'une, donc j'étais salarié, j'ai créé ma boîte avant. Est-ce que je peux toucher le chômage? Ça, c'était 2 mois de questionnement à questionner, personne n'était capable de me répondre, et c'est oui. Déjà, on peut avoir l'aide du chômage, même si la société était créée avant. Et 2, c'est quand on embauche, il y a un conseil. Mon conseiller Pôle emploi, je l'appelle. Est-ce qu'il n'y a pas un dispositif qui aide pour accompagner? Il y a le CUIE, contrat unique d'insertion. Oui, ils ont changé les noms. Moi, j'avais des CUI à l'époque. Bref, ils changent les noms régulièrement, mais c'est vrai que tu as raison. C'est un jeune, donc là c'est moins de 26 ans. On a de l'aide jusqu'à 40% d'aide jusqu'à hauteur d'un SMIC. Donc c'est pas anodin. Je m'étais fait mon business plan sans ce dispositif. Là, je suis très content de l'avoir parce que ça me permet de réinvestir davantage. Oui. Et puis c'est l'occasion de rappeler, là, juste prendre quelques secondes sur le fait qu'on oublie que quand un salarié touche son salaire, il y a des charges patronales énormes derrière. Pour avoir fait de la paye pendant des années, quand vous voyez ce que donne une fiche de paye et que vous regardez la partie charges patronales, c'est là où, quand on est entrepreneur, on se dit « Oula, ça coûte autant de prendre un salarié ». Donc s'il y a quelques aides, je ne vais pas dire qu'on ne va pas cracher dessus, mais en tout cas, elles sont les bienvenues. Ouais, ça aide d'amorcer. Il ne faut pas sous-estimer justement le temps de formation des collaborateurs, parce qu'on s'est fait notre business plan en disant je vais être à tel temps de productivité. Et avant qu'un collaborateur soit capable d'être aussi efficace, ça prend du temps. Et donc voilà, en tout cas, je trouve que c'est un dispositif qui est hyper pertinent, et moi aujourd'hui qui me permet finalement de dire oui, je vais sur le CDI et d'aller plus loin, de continuer à développer. Et puis de pouvoir être attractif, d'embaucher quelqu'un en CDI, c'est quand même plus attractif que quelqu'un en CDD. En ayant quelques aides, ça te permet de valider le fait d'être sur un CDI, quoi. Oui, ça donne de la visibilité. En tout cas, ça donne de la visibilité, et on y va en tout cas beaucoup plus facilement. Et donc voilà, tout à l'heure je t'ai pas répondu aussi à
aussi les perspectives. Mais du coup, voilà, tu as compris que c'est de continuer à investir au fil de l'eau. Donc c'est en gros, on est sur un trend de une brodeuse par trimestre. Là, l'idée, j'ai recruté une nouvelle stagiaire et l'idée, c'est de pouvoir aboutir aussi sur un CDI derrière, de reprendre sur le période de pic novembre-décembre encore du stagiaire, et voilà, c'est en gros c'est de se développer de 1 à 2 personnes par an pour les années à venir en tout cas. C'est une magnifique perspective. Vraiment, enfin, il faut le dire, parce que créer de l'emploi, c'est pas quelque chose d'évident. Ça veut dire qu'il faut... T'as le bon concept, t'es en train de bien le développer, c'est ce qu'il faut se dire aussi. Hein. Voilà, faut te féliciter aussi pour ça, hein, parce que ça doit pas être facile tous les jours. C'est un énorme investissement, temps personnel, trouver l'équilibre vie pro, vie perso, faut de temps en temps se mettre des bornes. Donc voilà, mais tellement de fierté justement de pouvoir avoir des collaborateurs, finalement faire vivre des familles, et l'idée c'est d'aller plus loin, quoi. Et justement on va peut-être clôturer sur ce sujet-là, mais je trouve qu'il est intéressant. Tu es papa de 4 enfants avec un dernier en bas âge. Justement, est-ce que si tu avais 1 ou 2 trucs sur les bornes, est-ce que tu arrives à te mettre ces limites, ou est-ce que pour l'instant c'est encore difficile ? Cet hiver, c'était compliqué. Mais en fait, pour compenser, j'ai joué sur mon... Je me suis un peu cramé, moi. C'est de se dire, je me levais à 5h, 6h du matin pour venir bosser. Je revenais à 8h, entre 7h et 8h pour la gestion des conduites le matin. Et je revenais le soir pour manger. Et à 9h, je partais au boulot. Donc c'était de dire, pour les enfants, il ne faut pas qu'ils soient impactés. Bon, ma femme, par contre, elle m'a bien accompagné. Mais elle est aussi entrepreneur, donc... c'est finalement une chance, c'est qu'elle connaît un peu les problématiques et le besoin d'investissement sur le démarrage. Ok, d'accord. Donc le petit truc, c'est quand t'as pas le choix, entre guillemets, parce que souvent on dit fais attention à toi, etc. Quand t'as pas le choix, là t'as dit les enfants, eux, ils n'ont pas à subir, entre guillemets, t'as organisé en fonction. Après, effectivement, c'était c'est ton choix. Mon fonctionnement. Oui. Ok, écoute, Paul-Édouard, merci beaucoup. D'avoir accepté déjà mon invitation, d'avoir accepté de jouer le jeu, parce que comme tu le disais, quand c'est la première fois un podcast, c'est pas évident, et puis ça s'est super bien passé. Oui, j'ai pris du plaisir finalement. Parler de soi, c'est assez drôle. Top. Et donc si vous avez des besoins, si vous avez des naissances à venir et autres, les ateliers des petits filous, et puis si vous avez des besoins pro ou autres, les clubs de sport, de basket, etc. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui vont écouter. Voilà, vous pouvez penser à WeBrod, vous savez où ils sont maintenant, à la ruche de Tourcoing, et puis si besoin, webrod.fr, c'est ça si je me trompe pas. webrod.fr, voilà, tout à fait. Voilà, et l'atelierDesFilous.fr aussi, je pense, si je me trompe pas aussi. .com là. .com, .com, voilà, atelierDesFilous.com et webrod.fr. Merci beaucoup. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Paul-Édouard, et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à parler du podcast autour de vous. Vous voulez faire une bonne action pour le podcast ? Vous pouvez laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast, ou vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur l'appli Acast. Ça aide à faire connaître le podcast. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y, et d'ici là, portez-vous bien.